connais Fistreuil, là, il doit y être toujours, d'ailleurs, Fistreuil, il me semble bien qu'il travaillait là-bas. Ah, peut-être. Non, je ne les connais pas. Je ne les connais pas du tout. On est joli, on est beau, comme quand on avait 20 ans, hein, Jean-Marie. Voilà. Exactement. Allez, 20 ans. Alors tu vois, on arrive au site de Saint-Victor. C'était un éperon barré là, mais je vous donnerai beaucoup plus d'explications tout à l'heure en montant là. Et on va trouver donc ce fameux mur qui barre l'éperon là. J'ai toujours été intéressé par l'histoire et lorsque j'étais gamin, j'avais eu un maître qui m'avait beaucoup intéressé. Alors je suis arrivé dans une région de Massiac, qui était au point de vue recherche archéologique pratiquement vierge, et c'est ainsi que j'ai commencé des recherches et j'ai découvert beaucoup de vestiges dans cette région qui était vraiment favorable. Lorsque j'étais à Aurillac-l'Église, je pratiquais les techniques freinées et j'avais habitué mes élèves à apporter tous les vestiges, les plantes, les objets qu'ils ne connaissaient pas ou qui leur posaient question. Si bien qu'un jour, 2 élèves sont arrivés avec des dents humaines et des céramiques. Je leur avais fait construire, lorsque nous avons fait la préhistoire, des petits menhirs, des petits dolmens, des petits cromlechs et des petits tumulus. Et lorsqu'ils sont le jeudi, ils ont fait le rapprochement entre le petit menhir, le petit tumulus que je leur avais fait bâtir et ce qu'il y avait derrière chez eux. Ils ont pris une pioche malheureusement et puis ils ont creusé et m'ont apporté donc ces vestiges. Cela bien sûr me posait problème, mais par la suite le problème s'est réglé avec la direction des affaires culturelles de Clermont. Alors là, tu dis que c'était un mur. Ça ressemble plutôt à des éboulis. Oui, il faut comprendre qu'il y a une coulée basaltique. Cette coulée basaltique se termine par des orgues qui ont une certaine hauteur, et il y avait donc un coin, on a aménagé un coin défensif, et ce coin défensif s'appelle un éperon barré. Donc il y avait un seul côté vulnérable, c'était celui-là, et on a choisi de construire ce mur au sommet de cette petite montée. Donc ce mur qui a 4000 ans, s'est éboulé bien sûr, d'où son aspect, et les pierres qui sont là ont été récupérées là derrière. D'ailleurs ça se remarque bien parce qu'il y a tout ce replat par rapport au niveau qui est au-dessus. Et ainsi les habitants de l'époque, les communautés qui vivaient là, se protégeaient contre des pillards éventuels, contre des gens qui leur posaient des problèmes pour voler leur bétail, pour les attaquer, et ils étaient à l'abri donc derrière ce mur. C'est le type même d'éperon barré. Évidemment, ayant l'âge qu'il a, on comprend qu'il soit éboulé. Oui, oui. Alors tu vois là, tu as un fossé. Il faut imaginer que la coulée basaltique se continuait là. Et on a constitué au IVe siècle après Jésus-Christ un autre site de défense en le raccourcissant par rapport au mur que tu avais là-bas. Et donc on a rejeté la terre derrière, il s'est formé un talus. Et c'est derrière ce talus que s'est installé le village. Alors on l'a fait au IVe siècle parce qu'il y avait donc à l'époque les grandes invasions, bon, les Alamans, les Visigoths, les Ostrogoths, etc. Et
pour se protéger plus facilement, les populations qui étaient tout autour seraient montées là. Parce qu'à cette époque-là, toute la région avait des domaines gallo-romains, en particulier un sur Massiac là-bas, et donc les gallo-romains seraient venus se réfugier là. On a cru à un certain moment que ce pouvait être ce talus une butte motte castrale. Mais bon, ça s'est discuté, c'est pas possible. On a fait la tranchée là pour vérifier s'il y avait des structures et tu n'as pas de structure. Alors le village de Saint-Victor qui s'est construit par la suite s'abrite juste derrière. Et tu as là l'emplacement d'une croix, le socle d'une croix. Il y avait une croix là, oui, tu vois, là-dessus, il y avait une croix. On a fait un sondage là et on s'est aperçu dans le sondage que vraiment c'était donc du 4e au 5e siècle. Aux environs donc des années 1970, il y a eu des fouilles programmées par la direction des activités archéologiques de Clermont qui ont eu lieu là. Et l'étudiant qui a travaillé s'appelait Luc Tixier, qui par la suite a été directeur à Clermont. Et donc tout cet espace-là, tout ce village que l'on connaissait déjà, a été dégagé. Et les premiers travaux ont été faits par le 92e régiment d'infanterie, et puis ensuite les équipes de fouilleurs sont venues pendant environ 10 ans. Et donc on a découvert donc, des habitations avec des relevés précis, des identifications. Et au bout des travaux, donc, on a pu reconstituer le village. Autour de l'an 1000, le village s'est installé là. Et donc nous avons une rue centrale. Nous avons ensuite, nous découvrons des fermes sur le côté, le four banal. Ici, une petite ferme qui a été fouillée en détail, la petite chapelle carolingienne et ensuite son extension lorsque le village s'est constitué, le cimetière, avec l'inconvénient évidemment que le point d'eau était au-dessous, et derrière nous avons des vestiges antérieurs au village. Ici, un bâtiment qui a été occupé par un artisan, très certainement un tisserand, tailleur, parce qu'on y a retrouvé des aiguilles, on y a retrouvé des dés, on y a retrouvé des pesons pour tisser les draps, etc. etc. À cet emplacement, la première occupation a été donc un petit temple gallo-romain de forme carrée qui se trouvait là. On pense que la fouille a montré qu'il était du IIIe siècle. Après Jésus-Christ, on pense qu'il y avait quelques divinités qui étaient, il était dédié à quelques divinités de sommets. Sur tous les sommets par là, nous avons des petits temples ainsi. Alors ensuite, vous avez donc d'autres murs là. C'était une chapelle, c'était une église mérovingienne. Le soubassement était en pierre et en élévation, c'était des planches. Ici, dans cet angle-là, il y avait des sarcophages et on pense que Saint-Victor pouvait être inhumé là. Ces sarcophages étaient en une pierre qui vient une espèce de domite qui vient du Sarkoui, c'est-à-dire un volcan qui se trouve dans le... C'est un nom d'origine bretonne comme menhir. Alors, men ça veut dire table, menhir, men ça veut dire pierre. Alors, menhir, men, pierre dressée, dolmen, table de pierre, la taule, la table. Et donc il y a eu des inhumations au cours de millénaires. Il est datable à peu près il y a environ près de 4000 ans. J'ajouterai simplement que les gens de la région et d'autres régions qui découvraient donc ces monuments, les premiers monuments construits par les hommes, qui découvraient ces monuments, y voyaient une intervention
de géants. Ils y voyaient l'intervention de Gargantua. Ils y voyaient aussi le nom, la table des fées. Lustau der Loup. Je traduis la maison du loup, la maison du diable. Et les gens évitaient de passer, surtout la nuit, à proximité des dolmens. Je voulais vous en parler d'un qui est dans la région de Saint-Flour. Delors qui fouillait au siècle dernier, et lorsqu'il a sorti ce qu'il y avait dans le dolmen, en particulier des ossements, les hommes qui sont passés là, les paysans qui passaient là, se signaient chaque fois, et ils disaient « nous ne repasserons plus là », parce que le diable est présent ici. Et les laitières, c'est-à-dire les dames qui apportaient le lait à Saint-Flour, autrefois elles passaient vers le dolmen, après elles sont passées en dehors du dolmen. Il n'était pas question d'y passer, bien sûr, la nuit. Alors assez récemment, paraît-il, mettons il y a 100 ans, dans l'espace-temps, il y a 100 ans, ça ne compte pas. Alors les fiancés de la région, avant de se marier, paraît-il, venaient donc futur mari et femme, ils montaient sur le dolmen et ils sautaient. Il paraît qu'à partir de ce moment-là, qu'ils avaient fait ce rituel, ils allaient avoir des enfants. Voilà, Jean-Marie, tu aurais peut-être pu faire ça. C'est ce que j'allais te dire. Vous avez là donc un fragment d'os de rhinocéros. On en a récupéré un qui était dans toute la longueur, qui faisait à peu près cette dimension, et celui-là, il est pris en coupe. C'est-à-dire que nous avons pu dater la coulée par le principe de la thermoluminescence, et on peut dire donc que cet os de rhinocéros a au moins 5 millions d'années. On rentre là dans une nécropole avec un groupement de tumulus. Alors les tumulus, je t'expliquerai tout à l'heure ce que c'est, mais je vais te dire comment moi je suis tombé sur les tumulus lorsque j'étais jeune instituteur à Aurillac-l'Église. Bon, mes élèves ont donc trouvé des tumulus, et le nouveau directeur qui est arrivé, en l'occurrence M. Delporte, des affaires culturelles de Clermont, m'a dit « vos élèves ont fait une bêtise ». L'instituteur est responsable. Oui, alors, mais il n'était pas sous ma surveillance à ce moment-là. C'était un jeudi, ils étaient sous la surveillance de leurs parents, tu comprends. Bon, il m'a dit, écoutez, c'est pas bien grave, vous continuerez la fouille et vous en chercherez, il y en a d'autres. Alors, moi j'ai été, avant que M. Delporte arrive là, moi je l'avais signalé donc à mon inspecteur, je savais qu'il fallait le dire à l'inspecteur. Mon inspecteur l'a signalé à M. Amagneux qui était l'inspecteur d'académie, je ne sais pas si tu l'as connu. Si, je me rappelle. Bon, Amagneux avait un ami qui s'appelait Nougier, qui était un grand archéologue, qui avait découvert les grottes de Rouffignac. Nougier l'a signalé à Paris. Paris a répercuté ça sur Clermont. Et est venu à ce moment-là de Clermont le vieux père Fournier, qui m'a pratiquement engueulé. Je lui ai dit, écoutez, moi je n'y suis pour rien, ils étaient sous la surveillance de leurs parents, et puis c'est tout. Alors j'ai donc eu ensuite par la suite monsieur Delporte, et un jeune archéologue qui s'appelait donc Doga, qui a fait une carrière nationale assez exceptionnelle. Et moi donc j'ai cherché les tumulus, et j'en ai trouvé, et en particulier cette nécropole que j'ai découverte à la photo aérienne, à la couverture de l'IGN. Mais en prospectant, on a trouvé des quantités. Et imagine-toi qu'actuellement, le département du Cantal, et la partie est surtout, parce que la partie ouest, tout tu es là-bas, ouais, mais la partie est, eh bien, le département du Cantal, cette partie-là, on a la plus grande concentration de tumulus de France.
Et en particulier, on a en plus des huttes funéraires. Je pourrais te donner quelques explications si tu veux ensuite, mais je veux dire que là, on rentre dans un cimetière. Alors, parce qu'on en a que, où j'ai travaillé, moi sur le Hori, là-bas, c'est une nécropole, mais c'est une nécropole en longueur. Tandis que là, ils sont concentrés sur un genre d'éperon. Alors pourquoi avoir choisi cet endroit-là? On sait qu'il y en a un très gros là-haut, un chef de communauté certainement, un chef de tribu. Et ensuite, peut-être ont-ils pensé que c'était un lieu sacré, là on ne sait pas. Hein, et ils se sont installés, donc là il y en a une trentaine. Et on rentre là, tu vas voir, hein, de part et d'autre comme dans un cimetière. On est dans l'allée centrale. Et les tombes sont de chaque côté. Repère la couleur de l'herbe. Et l'herbe est de cette couleur parce que dessous il y a les chappes de pierre des tumulus. D'accord. Voilà. Bien. Alors, comme ça, on a fait très sec. Ça fait partie de son exploitation. Non. Alors donc, vous avez vu en arrivant, tu as vu en arrivant ces tumulus qui sont de taille différentes. Il y en a qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Alors évidemment, ça dépend du rang social de ceux qui ont été incinérés là, parce qu'on pratiquait à l'époque l'incinération. Donc voilà comment cela se passait. On aménageait une aire circulaire, plus ou moins circulaire, et on incinérait les corps, on brûlait les corps. Et tout autour, on va en faire le tour là, on aménageait un mur de calage. Alors en même temps que l'incinération, on ajoutait ce qu'on appelle des offrandes, ce qu'on appelle un viatique. Ça consistait surtout en des vases où on mettait des aliments, où on mettait de la boisson certainement pour partir dans un certain au-delà. Et ensuite, quelquefois des armes, quelquefois des bijoux. Et par la suite, tu vois la couronne, là, viens, on voit la couronne, là, tout le long. Tu vois la couronne de pierre. Ouais. Voilà la couronne de pierre, là. Et ensuite, on aménageait par-dessus une chape. Des chapes, on plaçait des pierres de manière à protéger le lieu d'incinération. Quelquefois, il y avait 2 chapes. Et ensuite, tout ça était recouvert de terre. Seulement, évidemment, depuis 3500 ans au moins, hein, sinon 3000 aussi, la terre a disparu et très souvent au sommet, il y a cette construction qui reste là. Au sommet, il y avait une pierre qui dépassait. On appelait ça la pierre fétale. La pierre fétale, de fête. Là. Et le jeune archéologue qui travaille actuellement dans la région d'Alan sur les tumulus m'a montré que bien souvent la pierre fétale avait un angle orienté. Et là on découvre donc là la chape, tu vois, la terre a été enlevée. Oui, alors si on ouvre là, on va tomber sur l'incinération. Alors, ce qu'on y trouve dans ceux qui sont riches, ce que je t'ai dit là, et puis les autres, quelquefois, il y a simplement 2 ou 3 tessons, c'est-à-dire qu'au lieu d'y mettre un vase entier, bon, les vases, on n'en avait pas tellement, on y mettait un petit morceau, alors ça disait un poco pour todo, c'est de l'italien, tu vois, hein. Oui, alors oui. Un petit morceau pour le tout. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi sur ces tumulus, en particulier ceux sur lesquels on a travaillé à l'Hori, là-haut, on a les traces des plus vieux labours connus actuellement en France, sinon en Europe. Les plus vieux labours, qui datent de 3500 ans.
comment on a pu le dater? Ça a été facile. Parce que moi, lorsque j'ai fouillé, j'ai trouvé des raies, la roche était rayée. Je n'avais pas fait tellement attention. Quand un autre archéologue m'a succédé, là, Simon m'a dit, t'as remarqué qu'il y avait des... J'ai dit oui. Alors il m'a dit, tu sais, moi je pense que ce peut être les traces d'anciens labours. Alors, c'est ce que tu nous avais expliqué à l'inauguration du musée de la Haute-Auvergne. C'est ça, voilà. Et je me rappelle, oui. Et tu as vu le moulage qui avait été fait avec les traces là-dessus. Bon, et alors, on a fait des sondages à côté, hein, et on s'est aperçu qu'à côté, il y avait aussi les mêmes traces de labour. Si bien que, comme on datait le tumulus, les traces de labour étaient antérieures. Et là, c'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel parce que, pour le moment, c'est les plus anciennes traces que l'on connaisse. Alors, cela nous a amené en plus, je ne sais pas si tu connais la vallée des merveilles dans l'arrière-pays de Nice. Alors, dans l'arrière-pays de Nice, là-haut à 2500 mètres d'altitude, vers le mont Bégaud, alors là, ils ont martelé sur les rochers. À l'époque de l'âge du bronze, ils ont martelé tout un tas, il y a peut-être 20 000 ou 30 000 ou peut-être plus signes. Ils ont martelé des personnages, ils ont martelé des scènes, et en particulier des scènes de labour. Et alors, un archéologue de Nice m'a demandé si on pouvait lui fournir les traces de labour que nous avions. Et il m'a dit, nous, on sait comment a été fait l'attelage. Et l'attelage, donc, 2 bœufs qui tiraient, hein, une arrière, et le laboureur tenait donc l'arrière avec sa main comme ça, tu sais ce que c'est que l'arrière. Hein. On tenait l'arrière, il avait l'aiguillon là, et donc on a les traces de labour, et on sait comment a été fait l'attelage qui labourait. Et on peut le dater de cette époque-là. Depuis là-bas, la Haute-Loire, Espalem, la Pénide, et en montant tout le long là, tout le plateau, ce d'autres pays là, hein, tout cet interfluve là, jusque là-haut, vers la brèche de Gignol, tu as des tumulus de distance, enfin, tu as environ une centaine de tumulus. Alors au lieu d'avoir une nécropole comme on a là, groupée, c'est une nécropole linéaire. Et donc, à Lori, là justement, que j'ai commencé, moi, à faire mes recherches. C'est là que mes élèves ont trouvé le premier tumulus. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un très vieux chemin qui a été aménagé à l'époque néolithique, de conquête de terres de pâturage. Et à l'époque de l'âge du bronze, ils avaient des troupeaux plus nombreux, il a fallu aménager des espaces plus importants. Et alors les premiers qui sont arrivés ont bâti au milieu du chemin leur tumulus. Ils ont voulu dire par là, le cadastre n'existait pas, ils ont voulu dire par là que eux avaient aménagé ces terres et que ça leur appartenait. Et ils la mettaient sous la protection de leur mort. Et alors, on retrouve partant de Massiac, partant de Blel, partant même en Haute-Loire, là-bas, on retrouve en direction des pâturages du Césalier, en direction des pâturages d'Alanche, en direction des pâturages vers le mont Journal qui est tout à fait là-haut, en direction des monts de la Margerite qui sont là-haut, on retrouve ces traînées qui balisent les chemins de transhumance. Et alors, ceux qui sont venus par la suite, au lieu de mettre leur tumulus dans le chemin, ils l'ont mis de part et d'autre, de chaque côté du chemin. Alors, le long de ces vieux chemins, on retrouve donc les tumulus. Voilà. Alors tu vois là, il y a un petit tumulus qui a été cratérisé. Que pensait-il trouver là-dedans? Peut-être un trésor, mais il n'y en a pas. Alors ils ont attaqué ça à la baramine, ils ont attaqué ça à la pioche, et bon, ils n'ont rien trouvé. Mais chose à ne pas faire, parce que
les habitants du coin, là, me l'ont signalé tout de suite, signal à la gendarmerie, enquête de gendarmerie, et cela... Ils ont été vus, quoi. On les a vus. Oui, les gendarmes sont... Non, non, l'enquête continue, on les a non, mais on les a pas vus quand ils... Ah non, non, ils ont dû faire ça la nuit, ou peut-être très tôt le matin ou le soir. Alors là, on a trouvé simplement, moi j'ai trouvé simplement 2 tessons de céramique de cette époque-là. Donc c'est protégé, il y a une loi qui dit s'il y avait des travaux, si on tombe sur quelque chose ainsi, eh il faut les travaux s'arrêtent. Il faut le signaler à la mairie, puis il faut le signaler à la direction des affaires culturelles, etc. Voilà. Donc, chose à ne pas faire. Et alors, je voudrais t'ajouter quand même, bon, avant de terminer, donc sur ce site-là, ce site assez exceptionnel, plusieurs choses. D'abord, la première, c'est que la bêtise qu'ont fait 2 de mes élèves, ça a permis de découvrir pratiquement, on n'en connaissait pas, 3000 tumulus. Et de réveiller en toi une passion. Et c'est de là que moi je suis parti en archéologie. Et je dirais que cela m'a permis de vivre d'une manière différente. Et depuis que j'ai mes problèmes familiaux, oui. Encore mieux. Encore mieux. Encore mieux. Et j'ai rencontré, bon, je suis bien content de te trouver aujourd'hui, je suis bien content de trouver ton ami là. Hubert. Hubert, je suis bien content de le trouver, mais je veux dire par là que moi j'ai rencontré des archéologues assez exceptionnels. Je t'ai parlé de Doga, moi j'ai connu Doga très jeune. Bon, j'ai connu Millotte récemment, ça fait 2 ans, le professeur Théodore Monod. Tu n'as pas entendu parler du Théodore Monod, membre de l'Institut Grand Saharien. Moi, j'ai déjeuné avec lui. J'ai déjeuné avec lui. Et un de ses amis m'a donné une pierre. Ça s'appelle du verre libique. Ça vient du Sahara, de Libye. C'est du verre naturel qui a été formé par un astéroïde qui est tombé dans le désert. C'est une pierre qui a 25 millions d'années. Ah là là. Voilà. Alors je veux dire par là que bêtise d'enfant. Ensuite, moi, ça m'a permis de faire de l'archéologie. Ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes. Oui. Et d'avoir une vie bien remplie. Et d'avoir une vie bien remplie. Je continue. Je continue.